Culture, merci d'être fidèle à nos programmes. Vous connaissez tous la saga des Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ces comédies grinçantes, pas politiquement correctes pour les uns, ultra communautaristes ou racistes pour les autres, qui mettent en avant la France des blancs chrétiens face à la France des étrangers qui n'en sont pas moins français. Juifs, arabes, chinois, le premier sorti en 2014 avait été un choc, le second pas mieux et le troisième c'est la cerise sur le pompon. Des films qui ont fait des millions d'entrées qu'en France comme à l'étranger avec un casting choc mené par Chantal Lobby et Christian Clavier. C'est justement Christian Clavier qui a accepté d'être notre invité. On l'en remercie. Les 3 volets de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ont été vendus pour le marché israélien. Ils sont vendus en Israël. Dans un pays marqué par le divin, ça ne pouvait pas nous laisser indifférents. Voilà, bonjour Monsieur Clavier, Christian Clavier, ça fait extrêmement plaisir de vous avoir en culture. Vous nous êtes tellement familier qu'on a l'impression que vous venez de sortir de notre salon. Comment allez-vous? Comment ça va? Très bien, très bien, très bien. Et vous? Vous, comment allez-vous? Nous, on va bien, on va vraiment bien. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu sort en Israël, comme les 2 autres d'ailleurs, mais on a le sentiment qu'un film comme celui-ci en Israël, c'est pas anodin avec Dieu. Est-ce que le fait qu'il sorte ici, ça a une résonance particulière pour vous? Non, mais ça me fait très plaisir parce que je sais que beaucoup de mes films sont sortis en Israël où je ne suis jamais allé et où je rêve d'aller d'ailleurs. Donc la résonance particulière, c'est le fait que ce film passe les frontières de la France et donc est ailleurs, mais que ça ait une résonance particulière. Non, pas particulière. Moi, je pense que le sujet est universel, donc il concerne Israël comme il a pu concerner tous les autres pays. Alors, il faut quand même dire qu'à chaque fois qu'on vous a appelé pour préparer cette interview, vous étiez étonné par la diversité des numéros de téléphone qui s'affichaient sur votre écran et qu'une fois sur 2, vous disiez mais qu'est-ce que... C'est-à-dire que bah oui, c'est tout à fait pratique. J'ai l'impression d'être dans un épisode de Fauda. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on passe par la Roumanie et puis après par la Tchéquie, puis partout. On passe pas partout pour arriver. Donc j'ai des numéros de téléphone qui s'appellent l'Islande. Je me dis tiens, c'est de nouveau Tel Aviv. Et puis après j'ai Roumanie. Ah, c'est encore Tel Aviv. Après, c'est étrange. Mais alors c'est ça. Si c'était venu de Russie, j'aurais pas décroché. Oui, je comprends. Alors vous voulez venir en Israël? C'est important pour vous? On vous attend bientôt? Oui, j'espère bien. Enfin, j'espère, si je ne tourne pas trop tôt dans cette année, venir vers le mois d'avril. Je crois que c'est une bonne période. J'ai beaucoup d'amis qui vivent à Tel Aviv, et puis bon, donc voilà, ça me ferait plaisir. Évidemment, voir Jérusalem, de visiter ce pays. Enfin, ça représente quelque chose pour tout le monde, c'est évident. Bien sûr. Mais alors, vous avez beaucoup d'amis. Vous avez qui? Pardon, je veux pas être trop intrusive, mais vous avez beaucoup d'amis. C'est quoi, des gens dans le milieu, des gens de... Ah non, je veux pas commencer à vous donner des noms parce que sinon. Non, je vais pas commencer à vous donner des noms, parce que si je donne des noms d'un, les autres ne seront pas contents, je vais en oublier, c'est pas bien. D'accord. Voilà. En Israël, quand voilà, vous avez envie évidemment Jérusalem, Tel Aviv, mais qu'est-ce que ça évoque pour vous? Parce que finalement, à part ces numéros bizarres qui s'affichent sur votre téléphone, quelle est l'image que vous avez du pays, Christian Clavier? Oui. Ah, c'est une image positive, c'est une image de ce que vous avez fait de ce pays, qui est une chose extraordinaire. Puis c'est toute l'histoire. Moi, je suis évidemment, c'est ce que représente la création de l'État d'Israël, son existence, comment il vit, là où il est situé, etc., etc. Et puis bon, toutes les religions monothéistes qui démarrent là, c'est toute notre culture. Donc c'est un patrimoine culturel extraordinairement fort qu'on a envie de retrouver. Enfin, moi, c'est mon cas en tout cas. Voilà. Eh ben, on sera très heureux de vous accueillir et on vous attend. Vous m'aviez dit au téléphone que voilà, tous ces numéros qui s'affichaient, vous aviez l'impression d'être dans un numéro de Fauda. C'est le genre de rôle que vous aimeriez jouer, parce qu'il y a Laura Smet dans la saison 4 de Fauda. Pourquoi il n'y aurait pas Christian Clavier? Vous auriez envie de jouer quel rôle, par exemple? Et je ne sais pas, parce que ça, je n'ai pas vu la saison 4, donc je peux pas vous dire, mais j'avais entendu dire que dans la saison 4, il y avait un personnage qui était un Français qui venait pour donner son blanc-seing sur de l'argent européen au territoire palestinien. Enfin, donc, il me semblait qu'il y avait un truc intéressant. Oui, j'aime beaucoup la série. Allez, Christian Clavier, on revient sur cette 3e épisode, sur le 3e volet de cette saga. Quel regard portez-vous sur cette saga des Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu maintenant qu'il est loin de la sortie française?
C'est une aventure de 8-10 ans. En fait, quand Philippe m'a dit j'ai envie d'écrire un rôle pour toi du personnage de Claude Verneuil, est-ce que ça t'intéresserait? J'ai dit bien sûr oui. Et je lirai le scénario. Le premier m'a fait énormément rire. J'ai pensé que le sujet était fort et que c'était très gonflé, parce que le sujet est touchy. Donc c'était très très amusant la manière dont il le traitait, parce que c'est traité en comédie vraiment grand public. Donc c'est pas du tout didactique, c'est pas du tout ennuyeux, c'est pas du tout donneur de leçons. Ça décrit simplement des situations et on s'amuse avec. Mais en même temps, ça dit quelque chose de ces situations, c'est-à-dire du mariage mixte et du mélange entre les gens. Donc ça, c'est tout à fait avec les difficultés et les impossibilités. Donc ça c'était bien. Et après, que ça devienne des tels succès partout. Ça, je pouvais pas le prévoir, et donc ça m'accompagne, si vous voulez, dans une troisième partie de ma vie d'acteur, d'une manière extraordinaire. Donc je dois beaucoup à ce film, je dois beaucoup à Philippe de Chevron, et j'ai beaucoup d'affection évidemment pour ces trois films. Parce que non, je vous posais la question, quel regard portez-vous? Parce qu'effectivement, il a cartonné, il a aussi suscité pas mal de critiques. Certains disaient il faut le prendre comme il est, c'est-à-dire c'est un divertissement très sympathique, et d'autres disaient c'est une comédie raciste. Voilà, c'était ça ma question. Oui, mais ça a été une problématique très franco-française, un tout petit peu repris à l'étranger, mais beaucoup moins. Je me rappelle d'un grand journal du soir qui avait titré on est gêné de rire, mais je pense qu'ils sont gênés de tout, ces gars-là, quoi. Donc ils comprennent pas bien où ça se situe. En fait, il y a une erreur fondamentale de compréhension, vous voyez, même de ce que vit Philippe de Chevron, qui vit lui-même un mariage mixte. Et donc je pense qu'il n'y a aucun risque de racisme d'aucune manière dans ce film-là, mais que comme c'était une comédie et qu'il y a un certain... Enfin bon, vous savez, l'éternelle question par rapport à la comédie, est-ce un genre mineur, est-ce un genre majeur, peut-on traiter les sujets sérieux en comédie, etc. Toutes ces clichés, en fait. Et donc, ils sont tombés dedans. La problématique, c'est que comme le film est devenu un succès de société, ils ont été pris de court complètement. Et ils sont restés sans voix. Ils sont pratiquement sans voix, même sur la sortie du troisième, vous voyez, quand on s'est à ce point-là trompé par rapport au public. Qui ressent les choses d'une manière beaucoup plus simple et parfois beaucoup plus juste. Ça a mis tout le monde en porte-à-faux. En tout cas, je peux vous dire qu'en Israël, le public du numéro 1 et du numéro 2 n'était pas gêné de rire. Ils ont ri de bon cœur, et on souhaite qu'ils rient également de bon cœur pour ce troisième volet. Mais il n'y a aucune raison de ne pas rire de bon cœur. Il n'y a aucun souci par rapport au film. Voilà. Dites-moi, est-ce que... mauvais procès, mais le film, il est tel qu'il est. Alors, Christian Clavier, je voudrais qu'on vienne un peu sur votre carrière, si vous voulez bien. Voilà, on sait tous, vos études, Sciences Po, que vous laissez tomber. Vous êtes pote de Gérard Jugnot depuis la 5e. C'est tellement mignon. On adore. Oui, nous sommes des copains de classe. Il n'y a pas que Gérard Jugnot, avec Thierry Lhermitte, Michel Blanc, avec Marianne qui était au cours de Jeunes filles en face. Oui, on se connaît depuis... Oui. Avec Gérard, on avait 13 ans, je crois. Alors, comme il y a quelques secondes de différence entre votre son et mon son, si je vous coupe la parole, ne vous arrêtez pas de parler, continuez, parce que sinon on va faire des blancs pendant comme ça 10 minutes et ça va être très bizarre. Donc je disais que c'était très mignon cette amitié. D'accord. Oui, enfin c'est une amitié extraordinaire, surtout vous savez, très très jeunes enfants, quand on se rencontre et qu'on forge ensemble une envie commune de faire ce métier-là et qu'elle nous dure toute la vie, c'est pas simplement joli, quoi. C'est un moment spécial, extraordinaire, hein. C'est une chance. Et donc voilà, donc il y a le Splendide, il y a le Père Noël adapté au cinéma par Poiret, et là, paf, le succès. Et moi, ma question, Christian Clavier, c'est à quel moment vous êtes devenu le Christian Clavier que l'on connaît, c'est-à-dire la voix qui chuinte en fin de phrase, cette espèce d'agitation, ce personnage un peu nerveux. Normalement, on devrait détester le personnage Clavier au cinéma, et on vous aime parce que ce personnage-là, vous êtes toujours de notre côté, toujours du côté du public. Quand est-ce qu'il s'est fait en vous, ce personnage-là ? Je
crois au fur et à mesure des années, petit à petit, si vous voulez, j'ai eu une rencontre très 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 importante avec un metteur en scène de théâtre extrêmement talentueux qui est disparu aujourd'hui, qui était un formidable acteur, qui est Pierre Mondy, et j'ai passé ma vie sur scène pendant presque 25 ans, et j'ai joué des très très grands vaudevilles. J'ai joué Feydeau, j'ai joué des adaptations d'Abadi, de pièces anglaises. J'ai fait une adaptation avec Jean-Marie Poiret d'une pièce anglaise aussi. J'ai beaucoup joué au théâtre, et j'ai petit à petit découvert la vis comica. C'est-à-dire, ce dont vous parlez, c'est le fait d'arriver à faire rire et de jouer des personnages qui ont des défauts, mais qui vous amènent, avec lesquels vous avez de l'empathie. Bon, et ça s'est fait petit à petit au théâtre. Moi, nous étions une troupe de théâtre, le Splendide. Je suis un acteur au départ de scène de théâtre, et après, ça s'est transporté avec Jean-Marie Poiret et l'écriture que nous avions tous les deux au cinéma. Et en fait, ça a fonctionné au cinéma de la même manière. Mais j'ai découvert ça avec Pierre Mondy au théâtre, et notamment dans une pièce qui était une pièce anglaise adaptée par Jean-Loup Dabadi, qui s'appelait Double Mixte. Ouais. Voilà. Pierre Mondy, grande fan de Pierre Mondy, il m'avait vu passer. Et Feydeau. Bien sûr. Oui, mais Feydeau, il m'a appris à jouer Feydeau. Feydeau, c'est vraiment l'acteur français, enfin l'auteur français, pardon, par excellence. Et le jouer, il faut le jouer avec une sincérité. Il faut incarner ces personnages-là pour qu'il se passe quelque chose. Alors après, on est dans la lignée de Funès, de ce qui fait véritablement une dimension très française, mais qui s'exporte bien aussi. Et ça m'a étonné avec les films. Plus c'est français, et plus c'est exotique, et plus ça intéresse. Voilà, c'est assez amusant. Alors que pendant longtemps, on me disait non, mais les comédies ne passeront pas. Il faut faire soit un film d'aventure, soit un policier, soit un drame majeur. Et en fait, non. La comédie passe les frontières aussi. De cette manière-là, c'est tout à fait passionnant. En réalité, je crois que vous avez appris le rythme. C'est une école qui vous a donné le rythme et une mécanique. Vous êtes l'un des rares acteurs français, Christian Clavier, à avoir dépassé les millions et les millions d'entrées dans tous vos films. Est-ce que ça vous donne des obligations, des devoirs vis-à-vis du public? Parce que quand vous êtes arrivé, j'ai dit c'est génial, on a l'impression que vous êtes sorti de notre salon. Et Gérard Jugnot, dans une interview, me disait voilà, à chaque fois que je vais quelque part, on me tape sur l'épaule parce que les gens, je suis dans leur cuisine, je suis avec eux depuis longtemps. Est-ce que ça vous donne des obligations, des devoirs vis-à-vis du public, d'être aussi connu et d'avoir fait autant d'entrées au cinéma? Je ne me pose pas du tout ce genre de questions-là. Je n'ai pas de devoir d'aucune manière, mais je cherche toujours à faire plaisir au public parce que je suis moi-même vraiment un spectateur basique de public. Donc j'aime prendre du plaisir au film que je vais voir et j'essaye de vous en donner quand vous venez me voir. Mais en fait, c'est le plaisir que je prends à faire les choses. Après, on réussit pas. Tout n'est pas réussi dedans. Mais on essaye toujours d'avoir une démarche de plaisir pour vous en donner. Mais je me pose jamais la question d'obligation. Je ne suis pas dehors et dedans. Je suis pas en train de me regarder jouer ou de me regarder avoir des succès ou des choses comme ça. Je sais que ça impressionne beaucoup parce que au bout d'un moment, le fait d'avoir beaucoup d'entrées devient impressionnant. Surtout pour ceux qui n'aiment pas d'ailleurs. Donc, comme ils n'ont rien d'autre à dire, ils disent vous avez fait beaucoup d'entrées. Bon, c'est assez amusant, mais c'est un peu pathétique. En réalité, je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais et j'essaye toujours de le faire parce que je suis un acteur au départ qui avait besoin d'une salle remplie pour que ça fonctionne, voyez. Et donc je cherche à ce que ça vous plaise. Mais on vient pas, on vous tape pas sur l'épaule, allez vas-y mon Cricri, viens faire une photo. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, quoi. Parce que dans la série Florence Foresti, je sais pas si vous l'avez vue, elle est épuisée par son voisin qui lui demande des trucs de plus en plus importants parce que voilà, il l'aime, quoi. Oui, mais si vous voulez, oui, bien sûr, les gens sont extraordinairement sympathiques, ont envie de faire des photos, ont l'impression que vous faites partie de votre famille, mais en même temps, ça n'est pas vrai. Donc, il y a une proximité et en même temps une forme de distance. Moi, les gens me respectent beaucoup et sont à la fois très amicaux et en même temps très normaux, quoi, vous voyez, avec moi. J'ai pas du tout de problème de difficulté, de trop de succès, etc. Eh bien, tant mieux, Mazal Tov, comme on dit ici. Christian Clavier, vous avez 4 grandes familles de succès ultra populaires. Il y a les Visiteurs, évidemment, les Astérix, les Bronzés. Maintenant, il y a les Oh bon Dieu. Comment ça se fait, une suite? Qu'est-ce qui vous pousse à faire une suite dans les films?
Vous savez, les suites, ça vient véritablement de l'Amérique. C'est-à-dire que les suites, c'était les Américains, les producteurs américains disent, c'est by popular demand. Bon, c'est le fait que les gens aient tellement apprécié un personnage. Alors après, c'est de la décision des auteurs. Moi, quand je suis auteur, je me pose la question de me dire, est-ce que j'ai encore des choses à dire pour les personnages, mais ça va faire plaisir. Donc évidemment, il y a une jonction des deux. Il y a effectivement la demande du public, et puis est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant à dire ou à faire, pour pas faire une suite uniquement pour des raisons financières, mais pour le faire pour que ça soit de qualité. Voilà. Et De Chevron m'a incroyablement étonné, notamment dans ce 3, parce que je pensais pas qu'on pouvait renouveler comme ça ce sujet-là. Et le fait de faire venir les beaux-parents dans le 3, c'est-à-dire d'avoir une arrivée de nouveaux personnages qu'on ne connaît pas, pour retrouver en fait une forme de la première situation du premier, c'est très très intelligent et c'est très bien écrit. Et ça m'a bluffé. Donc le film est bon et c'est le numéro 3. Et je reviens sur les visiteurs ou sur les bronzés. Il y a parfois, enfin pas parfois, souvent même, vous êtes en duo. Quel est le duo qui vous plaît le plus, la mécanique la plus huilée, celle qui est le plus quick? C'est une Chantal Lobby, c'est un Jean Reno, c'est, je sais pas, voilà. Avec qui vous aimez être en duo? Avec qui ça se passe le mieux? Moi, j'ai toujours aimé partager. Je suis vraiment un acteur de troupe. Donc j'ai aimé partager avec Jean Reno. Le couple des visiteurs est vraiment très réussi, je le trouve très extraordinaire. J'adore jouer avec Gérard Depardieu. Je me régale avec Chantal, avec Chantal Lobby. C'est une camarade de jeu exceptionnelle. J'ai adoré tourner avec Poulvord dans un film qui est sorti l'année dernière. J'adore les acteurs, les actrices. J'aime jouer et on n'est jamais meilleur que quand en face de vous, vous avez des partenaires qui sont très importants. Je ne crois pas beaucoup. Il y a eu un moment dans le cinéma français, on avait le sentiment que c'était presque des one-man shows. Les films. Et ça, c'était un peu appauvrissant. La grande qualité du cinéma français a toujours été ses premiers rôles, ses deuxièmes rôles, ses troisièmes rôles, ses quatrièmes rôles. C'est la qualité du tissu de tout ce qui sont les acteurs qui jouent au théâtre, qui sont dans des troupes subventionnées ou dans des troupes privées. Et moi, j'ai toujours aimé avoir ça. C'est autour de moi. Bourvil de Funès, c'est extraordinaire. Ils jouent l'un par rapport à l'autre. Si vous n'avez pas ça, ça devient très pauvre. Bien sûr. Et là, c'est avec Reno, ça fonctionne incroyablement. Est-ce que vous regardez de temps en temps Les Visiteurs, qui est quand même le film le plus drôle du monde, ever? Non, oui, j'adore Les Visiteurs. C'est un de mes plaisirs, un souvenir de jeu et un souvenir d'écriture. Mais je ne regarde jamais mes films. Je les regarde une fois. Après, j'ai beaucoup de mal à me regarder moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si ça passe à la télévision, ou s'il y a des amis, je vais regarder 3 minutes. Mais vraiment, c'est le maximum. J'ai après, je ne suis pas du tout narcisse. Vous voyez? Je n'aime pas beaucoup me regarder. D'accord, mais vous pourriez être public et rigoler parce que c'est vraiment très très drôle. Est-ce que vous savez comment il est doublé, votre OK, à l'étranger? Si. Non, ça parfois je l'ai vu, mais c'est difficile. Non, quand vous dites s'il y a du public, oui, quand je suis je ne peux me regarder que dans une salle de cinéma pleine. Parce que là, je vois le film, de nouveau, et je ne me regarde plus moi. Mais si je suis chez moi, je ne vais pas regarder le film chez moi. Vous savez, vous savez, j'évite d'être de ces chanteurs qui vous accueillent chez vous pour dîner en faisant tiens, je vais te faire écouter mon dernier disque. Et vous passez la soirée à écouter les chansons du type, c'est pénible. Hein. Oui, ça c'est sûr. Non, mais je vous imaginais pas tout seul à mettre vos propres films sur une cassette. J'imaginais, je ne sais pas, à la faveur d'une soirée télé. Enfin bon, voilà. Je trouve aussi. Non, mais c'était la question que vous m'avez posée. Je vous réponds quand même. Vous avez raison. Non, mais parce que voilà, Reno et Clavier, c'est exceptionnel. Il y a les autres aussi, mais ça reste quand même, c'est le top du top, quoi. Je trouve aussi, Christian Clavier, que vous chantez bien. Vous chantez bien dans les Père Noël est une ordure. Vous chantez bien aussi quand Jacouille est dans sa baignoire. Je trouve que votre voix qui chointe comme ça, je ne vais pas vous imiter, mais je trouve que ça va bien dans la chanson.
Oui, mais c'est parce que j'aimais beaucoup dans le Père Noël imiter Juliette Gréco, quoi. C'est un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau m'a toujours fait marrer. Donc voilà, donc le personnage de Katia adore ça, se retrouve là-dedans. Mais parce que moi, quand je joue les personnages, j'incarne les personnages. C'est les personnages qui me guident. Vous voyez, je pense jamais. Je suis dedans, quoi. Voilà. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que quand on me dit, mais vous êtes plus Claude Verneuil ou Jacouille la Fripouille, ou moi, comment dire, je ne suis ni l'un ni l'autre. Mais si vous pensez que je le suis, c'est que j'ai bien fait mon travail. Est-ce qu'il y a des rôles qui vous ont transformé, Christian Clavier, qui vous ont blessé, qui vous ont fait du bien ou qui vous ont fait quelque chose, des rôles pour lesquels vous avez du mal à vous en sortir? Non, j'ai jamais eu. Il y a des rôles qui m'ont fait progresser. Je vous dis au théâtre avec Pierre Mondi, quand je joue le fil à la patte, donc Fernand de Boisdanguin pendant 2h30, ça me fait énormément progresser au niveau du rythme, du jeu, de la vérité. Enfin, ça me fait énormément progresser. Donc c'est des rôles qui marquent et qui sont très importants, mais c'est des performances sur scène. Et donc la performance sur scène n'est jamais remplaçable. Mais je quitte toujours les personnages, je laisse le costume et l'habit fait le moine. Bravo. Les rôles dramatiques. Savoir en Israël, non? Exactement. Les rôles dramatiques, Christian Clavier, il n'y en a pas des tonnes. On a épluché vraiment votre carrière. Alors, on se demandait, est-ce que c'est vous qui ne les aimez pas? Est-ce que c'est eux qui vous aiment pas? Mais enfin, à part Thénardier et Napoléon avec ses cernes, il n'y a pas beaucoup. Voilà. Si, il y a eu quelques. Mais vous savez, c'est comment vous dire. Moi, j'aime tous les films. J'aime tous les genres quand je regarde le cinéma. Donc, des rôles dramatiques bien écrits et qu'on me proposerait. Je vous dis, je serais ravi de jouer dans Fauda ou de machin. Non, je suis toujours prêt à tout. Après, quand on a une image aussi forte que je dis ça sans aucune prétention. C'est maintenant avec l'âge. Mais disons que quand on a une image aussi forte que moi, il faut que les rôles soient très 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 bien écrits pour que ça passe pour le public. Voilà. Parce que sinon, je vais le défoncer. Donc c'est pas du tout impossible. C'est très intéressant et je le ferai très volontiers, mais il faut quand même travailler l'écriture. On a bientôt fini. Comme pour la comédie, il faut bosser. Je comprends. Alors, j'ai quelques questions pour terminer. Le Splendide qui reçoit son César d'honneur en 2021, ok, ça aurait mis quand même pas mal de temps. Je trouve ça très bizarre, ce rapport de la France vis-à-vis de ses comiques. La France des institutions du cinéma, par exemple. Parce que vous êtes tous montés sur scène, mais il y avait quelque chose c'était long, quoi. Ça a mis longtemps. Oh, c'était pathétique, surtout cette soirée. C'était affligeant, une soirée affligeante pour nous remettre une espèce de prix de consolation du fait de ce que vous dites. Mais ça, regarde, c'est à eux qu'il faut poser la question. Moi, honnêtement, on nous a réunis, courtoisement, nous ne pouvions qu'accepter. Donc nous sommes venus, on a fait un petit tour, puis on est reparti. Voilà. Mais ça n'a pas plus d'importance que ça. Enfin, pas pour nous, en tout cas, pas pour moi. Et dites-moi, le rire français, vous en avez parlé pendant cette interview, mais est-ce que vous trouvez qu'il a évolué? Vous venez d'entrer dans la bande de Kaamelott, par exemple, c'est encore un autre esprit. Il y a Alain Chabat avec lequel vous avez fait Astérix, c'est aussi un autre esprit. Est-ce que vous trouvez qu'il a changé, l'humour français? Il évolue, mais si vous voulez, le rapport à la comédie, pour moi, il y a deux pays qui l'ont, ce sont les Italiens et les Français. On a une façon l'esprit français, c'est savoir regarder même les tragédies avec une forme de dérision, de moquerie parfois, et d'humour. Les Espagnols sont beaucoup plus tragiques. Les Allemands, les Américains sont toujours overplay. Les Anglais, il faut que ça soit absurde pour que ça fonctionne, mais pas réaliste. Il n'y a que les Italiens et les Français qui sont dans le réalisme de la vie, en ayant de la distance et en pouvant en rire. Le sommet étant de la grande comédie à l'italienne des Comencini, des Dino Risi. Dino Risi, j'aurais adoré tourner avec lui, vous voyez. Bien sûr. Le fanfaron étant, avec Gassman, un chef-d'œuvre absolu, puisque ça se termine par une tragédie et c'est drôle tout le temps. Voilà. Et ça, il n'y a que les Italiens et les Français qui, de mon point de vue, sont capables de le faire. Ouais, c'est le néo-réalisme italien. C'est de notre nature.
C'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire que si vous voulez, à partir du moment où Louis XIV invente les courtisans, c'est-à-dire des grotesques, avec des fanfreluches pour les garder près de lui et tenir le pouvoir, la drôlerie de Molière, la moquerie qu'on peut avoir par rapport aux puissants, aux gens qui se prennent au sérieux, mais qui sont dans la vie, enfin qu'on regarde, qu'on voit, devient totalement passionnante. Voilà. Donc je trouve que c'est vraiment fait partie de notre histoire. Et les Italiens, c'est une autre chose, mais il y a de ça, il y a la commedia dell'arte, c'est vraiment leur invention. Évidemment. On termine, Christian Clavier, avec quelques ovnis. C'est quoi ce truc de Rock and Torah? Comment vous êtes arrivé à jouer ce film en 83? Vous étiez Isaac Stern, un juif du Sentier, pardon, mais voilà. Et j'ai vu aussi... Non mais d'où Christian Clavier, le juif du Sentier? Mais pourquoi pas? Moi, je pense qu'avec si on me met une kippa, je vais parfaitement. Vous savez, j'avais très envie à un moment, mais c'est un projet qui viendra peut-être à un moment ou à un autre. Johann Svar voulait me faire jouer le chat du rabbin. Et dernière chose, pourquoi au théâtre à Londres vous avez joué cette exceptionnelle pièce Inconnu à cette adresse, et pourquoi ça ne s'est pas joué en France? Ah si, ça s'est joué en France beaucoup, mais moi j'étais à Londres. Moi mon idée c'était, Thierry Lhermitte m'a suivi là-dedans parce qu'il l'avait joué lui en France, mais c'était de le monter à Londres en français. Et en même temps, j'ai produit le spectacle en anglais. C'est-à-dire que nous jouions à 19h en français et un couple d'acteurs anglais le jouait à 21h en anglais. Bon, voilà, c'est un merveilleux livre qu'il faut vraiment lire. Merci beaucoup, Christian Clavier. Merci d'avoir pris du temps pour venir en culture. On vous attend donc dans Fauda, dans le rôle du méchant, et en Israël, Jérusalem, Tel Aviv. Vous êtes le bienvenu. Merci.